Merci beaucoup. Les barbaries ne sont pas qu'orientées sur les rwandophones au jour d'aujourd'hui. L'insécurité est généralisée en République démocratique du Congo. Mhm. Prenez l'Ituri, prenez le Nord Kivu, le Sud Kivu dans le Minembwe, le Haut Lomami dans le Katanga où il y a la chasse aux Kassaïens. Prenez Kasumbalesa à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, où il y a les forces grises de l'UDPS. Prenez la ville capitale, Kinshasa, où il y a des Kuluna. La seule différence, c'est que le pouvoir a choisi de faire une fixation sur le M23 au milieu de 250 groupes armés. Cette pauvre classe politique congolaise veut faire porter ça sur la tête de Kagame et du Rwanda. C'est pour ça que j'ai dit que voilà, c'est une vaste blague, ça ne convainc personne et ça n'est pas à l'honneur de qui que ce soit. Ouais. Le discours de Tshisekedi aujourd'hui, pendant la campagne, Tshisekedi n'a pas de bilan, hein? Tshisekedi n'a pas de projet pour son pays. Tshisekedi aligne des affirmations gratuites et invective les candidats de l'étranger. Il est en train de déchirer son pays comme si ça ne l'était pas suffisamment, mais quand il n'a rien à dire, il veut présenter les autres candidats comme des candidats de l'étranger, excusez-moi, dont l'un d'entre eux serait l'émanation de Kigali. Là aussi, c'est triste. Mhm. Selon toute vraisemblance, Tshisekedi va tricher et on ne peut pas prévoir les conséquences qu'il y aura derrière ça. Si jamais, par miracle, il y a quelqu'un d'autre qui est déclaré vainqueur, Idi Chaniro TV, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Rutikanga Tite Gatabazi, juriste de droit international, analyste politique de la région des Grands Lacs, directeur de la version française à igihe.com. Il est né et grandi au Congo, jadis Zaïre, dans sa partie est, territoire Kalehe, mais connaît très bien l'ouest. Monsieur Rutikanga, je vous remercie d'être avec nous. c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et merci à vous qui nous suivez sur Idi Chaniro TV. Donc, nous allons analyser les points suivants. Les présidentielles au Congo, le double défi de préparation des élections en guerre, l'inquiétante des tueries, les risques de violence, Goma, la campagne électorale s'installe dans la peur et partout dans le pays. Messieurs Tite, encore une fois, je vous remercie. Alors, nous continuons à assister à des tueries orientées vers la population rwandophone ou des faciles Tutsi. Dans quel climat pensez-vous que se tiendront les élections au regard de ces barbaries? Merci beaucoup. Les barbaries ne sont pas qu'orientées sur les rwandophones au jour d'aujourd'hui. L'insécurité est généralisée en République démocratique du Congo. Mhm. Prenez l'Ituri, prenez le Nord Kivu, le Sud Kivu dans le Minembwe, le Haut Lomami dans le Katanga où il y a la chasse aux Kassaïens. Prenez Kasumbalesa à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, où il y a les forces grises de l'UDPS. Prenez la province de Bandundu dans le Kwamut, où les Teke et les Yaka, ça ne va pas. Prenez la ville capitale, Kinshasa, où il y a des Kuluna. La seule différence, c'est que le pouvoir a choisi de faire une fixation sur le M23 au milieu de 250 groupes armés entretenus par des militaires, des députés et des ministres de notoriété publique. Mais la rhétorique du gouvernement veut que
il n'y ait que le M23 prétendument soutenu par le Rwanda qui crée l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui est faux et qui est doublé par ce que vous dites, le discours de haine, l'incitation à la violence, l'impunité et le passage à l'acte. Au jour d'aujourd'hui, vous avez un collectif d'avocats mené par Maître Mengue de Bruxelles qui a déposé plainte à la CPI pour génocide contre les Hema en Ituri, contre les Tutsis dans le Nord Kivu et contre les Banyamulenge dans le Sud Kivu. Donc, excusez du peu, le climat d'insécurité est partout dans le pays et Dieu sait combien ce pays est très vaste. Merci beaucoup. Alors, quel sera le défi, le double défi de préparer des élections en guerre? Parce que dans certaines localités comme à Goma et à l'est du Congo, ravagées depuis des années sur une guerre meurtrière, la population vit dans les terreurs, due dans la proximité avec les Wazalendo, les viols et les pillages. Avec quel sentiment pensez-vous que ces populations participeront au vote? Eh bien, comment voulez-vous combiner deux choses qui soient incompatibles? Les élections doivent se préparer quand il y a une sécurité garantie pour tout le monde, pour les institutions qui se mettent à sillonner tout le pays, les opérations, la distribution des cartes, tout ça doit se passer pendant qu'il y a la sécurité. Vous parlez d'Endo, la terreur à Goma et ses environs. Ouais. C'est d'abord des groupes criminels qui Ouais. ont été convertis en Wazalendo le 3 mars dernier, quand le gouvernement a légalisé ce qu'il a appelé les réservistes. Mais ça, c'était la bataille du ministre Muhindo Nzagi, qui a des groupes armés, lui aussi, dans le Grand Nord, à Butembo, Lubero et Beni, et qui est en connivence avec les ADF. Et donc, ces Wazalendo qui sont d'abord des jeunes désœuvrés et quasiment illettrés, drogués, que le gouvernement reprend à son compte, c'est des criminels. Et donc, quand vous distribuez des armes à ces criminels, vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose. Qu'est-ce que vous venez de décrire? Ils sèment la mort et la désolation au sein de la population. J'ajoute, pour être complet, qu'il arrive des moments où ces Wazalendo se rentrent dedans entre eux, ou font la guerre, en tout cas combattent ou se tirent dessus avec les FDLR, ou alors avec les FRDC chaque fois qu'ils apprennent, à tort ou à raison, je n'en sais rien, qu'il y a eu de l'argent venu de Kinshasa et que la distribution n'a pas été équitable. Donc voilà, c'est une plaie que traîne le gouvernement congolais pour des ambitions politiques et cyniques, mais la population est prise en otage avec ces Wazalendo qui avaient déjà les FRDC qui les racketaient, ajouter la police et les administrations. Ils ont la totale, hein, les pauvres Congolais. Monsieur Tikanga, il paraît que lors de ces élections, lors de ces campagnes, le candidat le plus virulent vers le Rwanda et qui promet d'attaquer le Rwanda récoltera des votes. Quelles sont, selon vous, la probabilité que le pays retrouvera enfin la stabilité politique, la stabilité et la sécurité? Bon, c'est une vaste blague, hein. Il y a comme ça des gens qui n'ont pas de programme, qui cherchent un type de végétariat. Et en République démocratique du Congo, le fonds de commerce politique est devenu d'insulter le Rwanda, de dire que le Rwanda est la cause de tous les maux de ce pays depuis l'indépendance, de mettre comme ça sur la tête de Kagame tout ce qui ne va pas dans ce pays. Je, je disais que c'était une vaste blague, mais c'est triste à mourir.
de voir des hommes politiques incapables de réfléchir, incapables d'analyser les problèmes dans lesquels soit ils ont mis leur pays, soit ils ont trouvé la situation comme ça. Et je prends juste une référence pour ceux qui sont de mon âge ou légèrement plus jeunes, sinon plus âgés. Ils ont vécu la conférence nationale souveraine en 1990. Le diagnostic de la conférence nationale souveraine était la situation était déjà grave et dans tous les domaines. C'est Si celui vous c'est celui qui a été dirigé par Monseigneur Monsengo. Oui, Monseigneur Monsengo, oui, qui Oh, était évêque de Kisangani oui, je et me qui a souviens. traîné comme ça en longueur pendant 7 ans. Mais déjà à la conférence nationale en 90, on dresse le, 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 le diagnostic qui était très amer sur la gouvernance du pays, sur la corruption, sur le détournement, sur le tribalisme, et j'en passe des meilleurs. Et aujourd'hui, tout cet héritage, cette pauvre classe politique congolaise veut faire porter ça sur la tête de Kagame et du Rwanda. C'est pour ça que j'ai dit que, voilà, c'est une vaste blague, ça ne convainc personne et ça n'est pas à l'honneur de qui que ce soit. Ouais. Le discours de Tshisekedi aujourd'hui, pendant la campagne, Tshisekedi n'a pas de bilan, hein? Tshisekedi n'a pas de projet pour son pays. Tshisekedi aligne des affirmations gratuites et invective les candidats de l'étranger. Il est en train de déchirer son pays comme si ça ne l'était pas suffisamment, mais quand il n'a rien à dire, il veut présenter les autres candidats comme des candidats de l'étranger, excusez-moi, dont l'un d'entre eux serait l'émanation de Kigali. Là aussi, c'est triste. Hmm. Le M23 a été écarté dans le processus. Le M23 n'est pas considéré comme des Congolais. Il n'a pas été concerté. Monsieur Tikanga, comment est-ce que celui qui va être élu va cohabiter avec le M23? Pensez-vous que cette cohabitation sera possible? Euh, Est-ce qu'au moins il y aura des pourparlers avec le nouvel élu? Si jamais ce n'est pas Tshisekedi, que pensez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Commençons par la dernière question. Euh, un nouveau chef de l'État a toujours de l'enthousiasme. Tshisekedi l'a fait aussi. Donc, il ne faut pas se leurrer sur ça. Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. Il invite le M23 à Kinshasa. La délégation du M23 reste à Kinshasa dans un hôtel, tout frais payé par l'État pendant 14 mois. Donc, l'ancien ministre de l'Intérieur, chargé des discussions par le chef de l'État avec le M23, jette l'éponge parce que le président ne répond pas à ce qui est convenu avec le M23. Et c'est là que les hostilités reprennent. Et donc, négocier avec le M23, je crois que c'est ce que toute la région demande. C'est ce que les partenaires de la République démocratique du Congo encouragent. C'est ce qui est inscrit noir sur blanc dans le processus de Nairobi et dans la feuille de route de Luanda. Mais, disons-le, parce que ce n'est plus un secret, Tshisekedi a enterré le dialogue à la tribune des Nations Unies la dernière fois où il a été à l'Assemblée générale. Et donc, pour lui, il est hors de question de discuter avec le M23, dont il reconnaît au passage la légitimité des revendications. Allez-y démêler ces contradictions. Et alors, qu'est-ce que vous dites d'autre? S'il y a un nouveau président, est-ce qu'il négociera ou pas avec le M23? Ça, c'est à laisser à la discrétion de celui qui sera élu.
on ne peut que l'espérer, ne serait-ce que pour faire avancer les choses, ne serait-ce que pour être en cohérence avec ce qu'a signé le gouvernement congolais à Luanda, à Nairobi, à Addis Abeba, je ne sais plus où, et être en cohérence avec les dynamiques de la région. Voilà donc, le M23 porte des revendications légitimes qui touchent à l'essentiel pour un être humain. Ça veut dire son identité, sa nationalité. Et donc, le discours qui est porté à Kinshasa aujourd'hui et qui veut accoler, comme ça, avec beaucoup de maladresse, le Rwanda aux revendications du M23, parce qu'il y a cette coïncidence de langue. Les Banyarwanda, il n'y en a pas qu'au Congo. Il y a des Banyarwanda en Ouganda, ils ne sont pas persécutés pour ça. Il y a des Banyarwanda en Tanzanie, ils ne sont pas persécutés. Mais ce raccourci que prennent les politiciens congolais pour trouver des boucs émissaires, les Banyarwanda congolais sont des boucs émissaires. Et cette histoire de nationalité douteuse, qui ne date pas du temps où Kagame est président au Rwanda, mais qui date de 90, où ça a été constaté à la conférence nationale souveraine, disait-on à l'époque, par la commission Vangu, ou même le Mwami, je vous rappelle, le Mwami Didjui a été prié de quitter la commission parce qu'elle soupçonnait d'être Munyarwanda. Et donc, ce fonds de commerce qu'on essaie d'exploiter sur le dos des communautés, je dois rappeler quand même à Tshisekedi qu'en 92, les Kassaïens sont persécutés. Il y a des pogroms au Shaba à l'époque, l'actuel Katanga. On dit que des Kassaïens sont des Biloulous. Il aurait dû se souvenir de ça. Pendant que nous parlons, dans le Holomami, il y a la chasse aux Kassaïens. Et on empêche même à des familles d'aller puiser de l'eau, d'enterrer leurs morts et de les amener au Kasaï. Ça, c'est le fruit de tout le discours qui a été entretenu par les pouvoirs successifs en République démocratique du Congo en faisant un fonds de commerce politique. Et aujourd'hui, on paye des conséquences graves. Monsieur Tikanga, Oui. justement, parlant de Tshisekedi, Oui. quelle est ses chances d'être élu encore? Parce que c'est pas un secret, il n'a pas été élu en 2018. Alors, sachant aussi qu'il n'a pas respecté ses engagements, il n'a pas atteint aucun objectif envers la population congolaise. Quelle est, selon vous, ses chances aujourd'hui d'être élu? Bon, ce qu'il y a de bien chez lui, c'est qu'il il ne sait pas qu'il n'a pas été élu. Il est le seul à ne pas le savoir. C'est un secret de polichinelle. Il y a même quelqu'un qui a fait la prison qui s'appelle Barnabé. Quand il avait osé dire le tout premier que Tshisekedi n'a pas été élu, il est le fruit d'un compromis. C'est que Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, avait appelé le compromis à l'africaine. Mais on le savait. On savait que l'ancien président Kabila avait passé un accord avec le camp de Tshisekedi. Vous avez vu pendant 5 ans, Fayoulou clamait haut et fort qu'il était le président élu, mettre dans son vocabulaire la vérité des urnes, ce qui a été repris à plusieurs reprises par les évêques de la Cinco. Ils disent qu'on nous a volé notre élection. Et donc, Tshisekedi n'a pas été élu. Il est arrivé 3e en 2018. Et donc, objectivement, il sait, et ses équipes savent qu'à condition égale,
élection transparente, crédible, Tshisekedi arrive loin derrière le peloton. Et donc, aussitôt arrivé au pouvoir, il a mis une cellule en place pour étudier dans quelle mesure soit reporter les élections, soit éviter d'aller aux élections, ce qu'on appelle à Kinshasa le glissement. C'est la pomme de discorde entre Tshisekedi et Jean-Marc Kabound, qui était alors président ad interim de l'UDPS, qui était vice-président de l'Assemblée nationale et qui était coordinateur général de ce qu'ils ont appelé l'Union sacrée de la nation. Et donc, ce projet existe depuis que Tshisekedi s'est assis dans le bureau du président de la République. Il a évolué en dents de scie parce qu'il n'y a pas de secret dans ce pays et tous ceux qui ont discuté de ça en ont parlé d'une manière ou d'une autre. Et on parle de glissement depuis bientôt 3 ans. Et tout ça, ça montre que dans l'esprit de Tshisekedi, il sait pertinemment qu'aller aux élections, c'est aller au casse-pipe. Et donc là, qu'a-t-il fait? Il s'est octroyé la commission électorale où il a placé son homme. Il a chamboulé la magistrature pour obtenir quelqu'un qui lui est favorable à la Cour constitutionnelle. Il a la ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que toutes les autorités qui interviennent dans le processus électoral lui sont favorables. Et donc, en cas d'élection, il y a de fortes chances qu'on tripote les résultats et que Tshisekedi soit proclamé élu. Il se dit de plus en plus qu'il y a un risque très élevé pour que le 20 décembre, il n'y ait pas d'élection, étant donné que la commission électorale n'est pas prête sur le plan matériel et sur le plan logistique. Ça aussi, c'est un secret de polichinelle. Et donc, entrer en campagne comme ça, faire diversion, sillonner le pays, pendant que dans les états-majors de tous les partis politiques, on sait pertinemment qu'on n'ira pas aux élections. Et donc, attendons le 20. En tout cas, la commission électorale n'a même pas commencé à sillonner le pays pour déposer du matériel dans les bureaux de vote. Peut-être que dans la dernière semaine, il y aura un miracle, parce que ça ne peut relever que du miracle. Dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a pas de desserte, je ne vois pas, sauf magie, comment on peut déposer le matériel électoral dans tous les bureaux de vote pour que le 20 décembre, c'est quoi? Dans 2 semaines, il y ait élection dans ce pays. Mais je leur souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Euh, Monsieur Tikanga, nous avons vu dans les médias congolais qu'ils commencent à corrompre la population. Nous avons aussi vu qu'il est en train de distribuer des machettes aux Imbonerakure. Imbonerakure venu du Burundi, justement avec les Wazalendo. Qu'est-ce qui va se passer au Congo? Est-ce que on ne risque pas d'avoir des tueries partout dans le pays? Je disais tantôt que Tshisekedi a la mémoire courte ou il est amnésique. En tout cas, il fait une amnésie sélective. Il aurait dû porter comme ça, en bandoulière, la lutte contre le tribalisme parce que sa propre tribu a subi les méfaits et les affres du tribalisme. Son père, paix à son âme, a porté ça dans sa chair. Il a été frappé par la DSP, la division spéciale présidentielle, le commando qui était chargé de la garde de Mobutu. Et voilà qu'aujourd'hui, il se met à faire des alliances. Ça, c'est des alliances contre nature.
Ça ne va pas l'aider, ni à moyen terme, ni à long terme. Faire alliance avec les Imbonerakure, après avoir fait alliance avec les FDLR, c'est adhérer à l'idéologie génocidaire des FDLR et des Imbonerakure. Et donc, Tshisekedi franchit le pas de l'idéologie génocidaire diffusée à l'est de la République démocratique du Congo et un peu plus loin depuis 1994, quand l'opération turquoise a exfiltré les génocidaires vers les camps à l'est du Congo. Distribuer des machettes, ça rappelle des très mauvais souvenirs, à commencer d'abord par le Congo. Je parlais de 92, où les Kassaïens ont été chassés à coups de machettes. Nous avons vu des images à Kinshasa où, devant la police, devant les militaires, ce qu'on appelle la force grise, les combattants de l'UDPS, circulaient impunément dans les rues de Kinshasa et les routes où ils faisaient ouvrir toutes les voitures pour chasser le Munyarwanda. Nous savons ce que ces machettes ont fait au Rwanda avec les Interahamwe. Et donc, que Tshisekedi fasse recours à ça, c'est pour ça que je disais qu'il a une amnésie sélective. Mais ça aura des conséquences graves et c'est une faillite morale et politique pour lui d'abord, comme personne et comme politicien. Et après, il y a des conséquences sur les communautés. Les tueries ont commencé il y a quelque temps. Nous en sommes arrivés en République démocratique du Congo à des pratiques de cannibalisme où on prend un Tutsi qu'on met sur le bûcher comme ça, qu'on le brûle et qu'on le mange face caméra. Je me demande si Tshisekedi voit ces images. En tout cas, il y en a qui disent qu'ils le lui ont envoyé et qu'il semblait en être choqué. Ce n'est pas le sentiment que ça me donne. Parlons maintenant du candidat Moïse Katumbi, un des poids lourds de l'opposition. Et puis, lui aussi était un candidat aux élections de 2000, non, des élections précédentes. Mais on parle de sa nationalité. On dit qu'il il n'est pas congolais, mais logiquement, il n'a pas pu devenir gouverneur d'une province aussi importante comme Katanga. Ce n'était pas congolais. Et puis, c'est quelqu'un qui a été soutenu par l'ancien premier ministre, Matata Mponyo. Oui. Et puis, c'est pas seulement Matata Mponyo, il y a aussi Seti Kikuli. Et puis, il y a aussi Frank Dingo. Oui. Quelle serait-vous la chance d'être élu, Moïse Katumbi? Et puis, c'est quelqu'un qui a vraiment construit des routes, construit des hôpitaux. Il a développé l'agriculture. Au moins, il a fait mieux que Tshisekedi. Est-ce qu'il a sa chance? D'abord, ce faux débat sur la nationalité de Katumbi, c'est encore du venin qu'on est en train d'injecter dans la population. Cette histoire de nationalité douteuse. Si Katumbi n'était pas congolais, la commission électorale n'allait pas valider sa candidature. Ouais. C'est donc une rhétorique de congolité où on va nous chercher les recettes de l'ivoirité, si vous vous souvenez bien. La bataille entre Ouattara
Henri Konan Bédié, cette histoire de congolité, où on est passé de congolité à de père et de mère, où on exige aux candidats de décliner comme ça les nationalités des parents et des arrière-grands-parents et que sais-je encore. Un débat dans lequel même Tshisekedi lui-même vient avouer face caméra que son grand-père, le papa de sa mère, est angolais. Et que donc, si on devait aller sur ce terrain-là, même lui aurait une nationalité douteuse. Cette histoire où on se focalise sur Katumbi en parlant de ça, en remettant en cause sa nationalité. Mais il le dit bien, et je crois avec un peu d'humour et beaucoup de résilience. Quand je finançais l'opposition, j'étais congolais. Quand je prenais en charge les voyages de tous ces gens, j'étais congolais. Vous le dites bien, quand je construisais les routes, j'étais congolais. Quand je construis des hôpitaux et partout dans le pays, je suis un bon Congolais. Mais quand j'ai adhéré à l'union sacrée de Tshisekedi pour l'aider à gouverner ce pays, j'étais Congolais. Mais pour peu que je devienne moi aussi et légitimement candidat à la présidence, là, je ne suis plus Congolais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et continuer comme ça à tricher avec la nationalité des gens, continuer à propager un discours xénophobe vis-à-vis des personnalités qui sont appelées à jouer un rôle, et un rôle très important dans leur pays. Je crois qu'on est en train de déchirer les communautés comme Tshisekedi le fait, comme l'UDPS le fait, comme tout le gouvernement s'y met, comme la société civile le fait, comme des relais du pouvoir le font. Ils ne sont pas en train de rendre un bon service à leur pays. Ils sont plutôt de mauvais citoyens, ces gens-là. Et donc, le faux débat de la nationalité de Katumbi, c'est aussi cette politique de bouc émissaire, pour ne pas parler du bilan de Tshisekedi, pour ne pas parler de fausses promesses. Mais ça n'empêche pas que dans les meetings, maintenant, il se fait huer. On le traite de voleur. On lui sort le chapelet de toutes les promesses. Et que je ne peux pas citer ici, on y passerait toute la journée. Et donc, plutôt que d'être assez responsable, de dire qu'il y a des choses qu'on a faites et d'autres qu'on n'a pas pu faire pour X, Y raison, même si le bilan est catastrophique, s'en prendre comme ça à un candidat qui peut, on ne sait jamais, il n'y a pas de recette miracle en politique, qui peut devenir président et qui, dans la foulée, peut se souvenir qu'il a été persécuté au titre de cette prétendue congolité. Et donc, voilà, Katumbi était un Congolais au même titre que tous les autres. Il a son bilan comme gouverneur du Katanga, où il a quand même réalisé des infrastructures. Il est président de la plus grande équipe du Katanga, qui est le tout-puissant Mazembe, qui joue quand même sur la scène africaine. Il a pratiquement dans quasiment toutes les provinces du pays. Il a soit construit des écoles, soit construit des hôpitaux, soit rallongé les routes ou faire des projets d'agriculture. Et plutôt que de parler de ça, on essaie de chipoter pour courir vers la nationalité. C'est un faux débat, c'est un mauvais débat et c'est du venin qu'on insuffle comme ça dans les esprits qui sont pauvres, qui vivent dans la misère et qui basculent facilement dans la violence. Les médias congolais, justement, commencent à poignarder l'actuel président, comme quoi il a enceinté sa propre
importante, ça c'est entre guillemets. Euh, Est-ce que même les médias ne commencent pas à, à le pousser un peu parce que euh, si tu es vraiment l'actuel président et que commence à dire des choses comme quoi tu enseignes ta propre tante, c'est pas du tout quelque chose de gay. Moi, je suis analyste politique. Si vous permettez, je ne rentre pas dans ce genre de débat. Ça tape en dessous de la ceinture. Je ne peux pas me permettre, ça ne me donne pas des éléments d'analyse. Ça ne me donne pas des arguments euh, pour parler de la politique et des perspectives de la politique. C'était un faux sujet pour moi. C'était même un mauvais sujet. Les Congolais ne veulent pas une première dame burundaise. Et surtout, Tutsi, en parlant de Karine Katumbi. Est-ce que ça c'est un argument pour refuser un candidat? Là aussi, ça va chercher dans les caniveaux. On ne vote pas pour une première dame. On rentre maintenant dans des affaires sentimentales. J'ai le droit d'épouser la femme que j'aime. Et je crois que même les parents n'empêchent plus leurs enfants d'épouser qui ils aiment. Et donc, venir régenter les sentiments des citoyens, ça me paraît là aussi aller chercher dans les caniveaux et ça n'honore pas le débat politique que moi j'ai envie de mener. Maintenant, parlons de Denis Mukwege, docteur Et Denis Mukwege. Euh, on est en train de dire que lui aussi, il est burundais. Je sais qu'il est novice dans la politique. Est-ce que le prix Nobel obtenu jouera en sa faveur? Est-ce que on est en train de dire qu'il est poussé par les Européens? Euh, Ruti Kanga, quelles sont tes analyses sur le docteur Mukwege? oh, docteur Mukwege, il est médecin, il est gynécologue, il tient l'hôpital de Panzi. Il, il a offert ses services aux femmes qui avaient été violées par les FDLR et les Imbonerakure, même si lui ne l'avoue pas. Mais on a vu docteur Mukwege mettre un pied en politique, en tout cas de par ses déclarations. Mukwege s'est emparé comme ça du fameux mapping report qu'il n'avait pas bien lu. Il en a fait une campagne. La mayonnaise ne prenait pas. On a entendu Mukwege se faire passer pour un activiste des droits de l'homme, mais lesquels droits de l'homme étaient, excusez du peu, sélectifs, parce que quand on assassine ses collègues médecins Banyamulenge, ils ne pifent pas un mot. Quand les ADF sont en train d'exterminer les gens dans les églises à Beni, à Lubero, à Butembo, Mukwege regarde à côté. Pas un mot sur les Hema qui subissent un génocide en Ituri, mais il avait comme ça un refrain sur son livre de cheveux qui était le Mapping Report, qu'il lisait de manière à l'envers, et on sentait bien la connivence qu'il avait avec certains milieux qui voulaient exploiter le Mapping Report. Donc, Mukwege a fait un pas, en tout cas, sur la scène politique avec ça. Le deuxième pas, c'est quand il a reçu le prix Nobel, ça lui a donné cette notoriété internationale. Mais le tablier du médecin, docteur Mukwege, porte quand même des tâches.
Le tablier n'est pas immaculé. Mukwege était président de l'ONG Fight Impunity qui avait son siège à Bruxelles et l'audit du Parlement européen a déniché beaucoup de manquements, de corruption, d'associations de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Et donc, voilà, Mukwege n'est pas si blanc qu'ils veulent se présenter. Et donc, ça, c'est sur son profil, mais je pense que c'est son droit comme Congolais de compétir à un niveau qu'il considère qui lui convient. Vous le dites si bien, il est novice en politique. Ça veut dire qu'il n'a pas de base politique. Il n'a jamais exercé une seule fonction, même au niveau le plus bas, ça veut dire en République démocratique du Congo, le chef de quartier. Et il veut comme ça sauter dans le bain pour devenir chef de l'État. Pourquoi pas? Il n'a pas de parti politique. Je ne sais pas comment, sur le plan institutionnel, il va, s'il devenait chef de l'État, il va travailler avec un parlement qui lui est hostile. Comment il va former son gouvernement? Ça, sur le plan analytique, ça me paraît très intéressant. Au niveau de la campagne électorale, je parie que Dr Mukwege est inaudible. Hein? On ne l'entend pas, on ne le voit pas. Voilà. Il dit qu'il a un programme, ça n'engage que lui. On n'a pas lu 2 lignes de son programme politique. Nous sommes à 2 semaines des élections présidentielles. Le seul moment où il y a eu de l'effervescence, c'est quand Mukwege a déclaré qu'il allait être candidat. Parce que ça bruissait depuis un certain temps et ça suscitait comme ça de la curiosité. Est-ce qu'il ira, est-ce qu'il n'ira pas? Il a faussé compagnie à ses camarades au rendez-vous de Lubumbashi, où il y a eu Fayulu, Deris Senga, Matata Mponyo et Katumbi. Il s'est fait porter pâle et on l'a excusé. Il a envoyé une délégation en Afrique du Sud pour discuter avec les équipes de ces mêmes candidats. Donc, c'est le seul moment où on entend parler du candidat docteur Denis Mukwege. Mais en termes de programme, on n'en trouve pas. En tout cas, il ne l'a pas publié. Je ne sais pas pourquoi il le garde secret. En termes de popularité, ça doit encore ramer très fort pour arriver à imprimer sa marque. Et j'ajoute une dernière chose. Les gens oublient facilement qu'une campagne au niveau des candidatures à la présidentielle, ça nécessite beaucoup de moyens sur le plan financier. Ça exige des équipes qui puissent travailler jour et nuit. C'est toute une logistique que je ne vois pas autour du candidat, hein, Dr Denis Mukwege. En fait, j'allais te demander cette question parce que concernant Denis Mukwege et M. Fayulu, qui n'est pas du tout fort comme la dernière fois, il paraît que les deux là sont derrière Tshisekedi. Même ils ont obtenu beaucoup d'argent pour faire la campagne, mais dans l'ombre de Tshisekedi. Écoute, en République démocratique du Congo, il y a à boire et à manger en termes de corruption. Donc, encore une fois, je ne pourrais pas m'avancer sur la corruption, l'achat de conscience, la transhumance politique. Tout ça, c'est un sport favori chez les Congolais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que la campagne est en train de prendre ou pas? Et que ce soit du côté de Fayulu ou du côté de Mukwege et même des autres candidats. Il y a 24
candidat en République démocratique du Congo pour les élections présidentielles. On n'entend parler que de Tshisekedi, Katumbi, Fayulu dans une moindre mesure, Mukwege un tout petit peu, mais les autres sont portés disparus. Et donc, je pense, j'aurais voulu me tromper, qu'il y en a qui se portent candidats et que les médias puissent parler d'eux et qu'ils aient comme ça la chance d'obtenir un Marocain quand le président élu va former son gouvernement. Il y en a qui sont en manque de popularité et qui souhaitent devenir à la limite député ou mandataire dans une société d'État et qui se portent candidats. Mais il y en a d'autres qui ont des ambitions et qui ont les moyens de ces ambitions-là. Donc, il faut se méfier des candidatures parce qu'après la candidature, il y a la campagne et après la campagne, il y a les résultats. Être candidat et sortir avec 0,00 je ne sais combien, ça n'est pas honorable sur le plan personnel et sur le plan de sa propre dignité. Ça veut dire qu'on a mal apprécié à la fois sa personne, ses aptitudes, ses capacités. Et pour les autres, il y en a 24. Mais on entend parler de qui? S'agissant de Fayulu, le cas Fayulu était un cas très intéressant sur le plan de l'analyse politique. Parce que 2018, Fayulu a ravi la vedette à tout le monde. Il est le candidat de l'opposition désigné à Genève, si vous vous souvenez. Il débarque à Kinshasa, il est auréolé de tous les soutiens et manifestement, il est le candidat élu. Et donc, à la sortie des urnes, si jamais la commission électorale n'avait pas été partiale, aujourd'hui, nous aurions comme président de la République, en République démocratique du Congo, Martin Fayulu. Il a fait cet accident de route au dernier moment. Des indiscrétions disent que Fayulu a été approché en premier par le camp Kabila pour ce fameux deal qu'il ne puisse pas les poursuivre parce qu'il s'en était mis plein les poches, qu'il puisse gouverner sur un plan consensuel, en tout cas au moins en faisant de la concertation de manière régulière et pour qu'il y ait cette paix dans le pays. Et il a refusé parce qu'il a considéré qu'il était élu et qu'il n'avait pas à avoir les mains liées pour gouverner le pays parce qu'il a été porté sur les fonds baptismaux par les Congolais. C'est comme ça que le camp Kabila se rabat sur Tshisekedi et on connaît la suite. Est-ce que ce qui concerne Martin Fayulu, est-ce que tout d'abord, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, est-ce que l'Église catholique est derrière Monsieur Fayulu? Alors, si oui, pourquoi? Pour 2023 ou pour 2018? En fait, je parle de 2018. Si ça a été, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour 2018, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. L'Église catholique avait mis beaucoup de moyens pour la supervision et l'observation des élections. Ils avaient un observateur dans chaque bureau de vote avec du matériel approprié. L'Église catholique avait eu les résultats avant la commission électorale parce que les observateurs avaient des appareils qui permettaient instantanément, dès que le bureau avait fini le dépouillement, de transmettre les élections. Il y avait toute une machine et qui était bien rodée, installée par l'Église catholique. Et donc, l'Église catholique avait les résultats.
il faut se souvenir que pour l'Église catholique, c'était voilà, tout sauf Kabila. Et donc, le candidat qui avait plus de chances en ce moment-là, qui avait quand même eu l'onction d'être le candidat de l'opposition, même si Tshisekedi et Kamere avaient fait faux bond à leurs camarades à Genève, mais Fayoulou tenait le haut du pavé. On ne peut pas dire qu'il était, à proprement parlant, le candidat de l'Église, mais l'Église qui avait mis ses ressources à disposition des opérations électorales n'aurait pas vu de mauvais œil que ce soit Fayoulou qui soit déclaré, étant donné que c'est son nom qui est sorti en tête des candidats de 2018. C'est pour ça que précédemment, j'ai dit, aujourd'hui, la Cinco, ça veut dire les évêques congolais, disent qu'on leur a volé la victoire de 2018. Si on a volé la victoire de 2018 et que la Cinco se considère comme la victime, Martin Fayoulou est aussi la victime du fraude électorale de 2018. Alors, de 2018 à aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Les alliances ont changé, les circonstances également. C'est pour ça qu'on voit que Fayoulou a perdu de sa superbe. Il n'a plus l'aura de 2018. Il a passé 4 ans à maugréer, à dire qu'il était le président élu. Ça ne suffisait pas en termes de préparation des prochaines élections. Il n'a pas suffisamment capitalisé sur ses résultats de 2018, sur sa notoriété de 2018, sur sa popularité. Et là, au dernier moment, il y a des soupçons qui commencent à peser sur sa personnalité. Ça l'enfonce plus que ça ne lui donne encore de l'aura pour prétendre être ou devenir un homme d'État. Monsieur Tite, est-ce que tu ne crains pas aux tricheries parce que ça peut se passer comme la dernière fois? Qui vraiment va superviser des élections, que ce soit des indépendants, je dis des Africains, des Européens, qui va vraiment aller au milieu pour vraiment bien voir ce qui se passe? Il y a 2 jours, la délégation, la composition des observateurs affectés par l'Union européenne a plié bagage. C'est quand même les observateurs dont on pouvait penser qu'ils avaient les moyens pour parcourir le pays. On leur a mis les bateaux dans les roues, on leur a confisqué leur matériel, jusqu'au point de lâcher et de dire « nous repartons ». Donc, je ne vois pas une autre grosse mission d'observation des élections qui puisse rendre les résultats crédibles sous d'autres cieux et en d'autres circonstances. Il y avait la mission, la Fondation Carter, qui arrivait avec beaucoup d'observateurs et tout le monde attendait comme ça sa déclaration pour s'aligner sur ce que disait la Fondation Carter. Il y a souvent dans les pays africains la délégation de l'Union européenne dont les conclusions sont scrutées par les états-majors des partis politiques, les chancelleries ici et là. Et voilà qu'à Kinshasa, on les empêche d'observer les élections de décembre. Ça inquiète et ça donne des signaux comme quoi la machine à tricher, elle est en place si jamais on va aux élections. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'appareil qui est dans
les opérations électorales est aux mains de Tshisekedi. Le président de la commission électorale, Kadima, le président de la Cour constitutionnelle, la ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, le fameux Peter Kazadi, ils sont membres ils sont très proches de Tshisekedi et voudront lui faire comme ça l'échelle courte. Alors, est-ce que l'Union africaine va envoyer une mission? Elle est souvent, c'est une petite équipe. L'Union africaine n'a pas beaucoup de moyens comme l'Union européenne. Voilà. Qui va observer pour donner quitus et rendre crédibles ces élections? Aujourd'hui, on n'en a pas et nous sommes à 2 semaines des élections. La francophonie ne pouvait pas le faire parce qu'il y a un contentieux entre la République démocratique du Congo et l'Organisation internationale de la francophonie, étant donné que sa secrétaire générale est rwandaise, mais ça aussi, c'est, voilà, on va chercher des poux dans la tête des chauves. La SADC a promis d'envoyer une mission d'observation. De quelle taille? Est-ce qu'ils vont pouvoir se déployer sur toute l'étendue du territoire? C'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Et donc, il y a comme ça un gros doute sur la crédibilité des élections, si jamais élection il y aura le 20 décembre. Ouais. Monsieur Tikanga, des tricheries, corruption, tuerie, viol, vol. Est-ce que le monde dit quelque chose à propos de ce qui se passe pendant des élections? Ça, c'est une très bonne question et c'est une interpellation aussi. Qui est le monde? Qui est la communauté internationale? Quel intérêt il y a à se prononcer sur les viols, les massacres? Voilà. Ça fait des années que les gens crient, mais à tue-tête, pour dire qu'il y a des massacres des civils innocents à l'est du Congo. Et ce que vous appelez le monde, ce que les autres appellent la communauté internationale, laquelle communauté internationale est représentée à l'est du Goma par à Goma et au nord Kivu et au sud, à l'est, par la MONUSCO. Vous avez comme ça des communiqués assez timides qui proviennent de quelques capitales occidentales, mais qui n'ont pas d'effet sur le cours de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Souvenez-vous, l'Union européenne a sorti un communiqué pour rappeler au gouvernement que le discours de haine était interdit par les lois nationales et les conventions internationales. Et que laquelle Union européenne demandait au gouvernement congolais de prendre des mesures contre Justin Bitakwira. Le lendemain, la ministre de la Justice a demandé aux délégués de l'Union européenne de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de son pays. Et Bitakwira a continué comme ça à disséminer le discours de haine et l'incitation à la violence en se prévalant de sa proximité avec le président de la République qui est Félix Tshisekedi. Et donc, a engagé la responsabilité du président de la République. En disant, de toute façon, tout ce que je fais, ce que je dis, c'est en accord, sinon par complaisance, avec le chef de l'État. Ce qui, sur le plan du droit, me paraît quand même très grave. Alors, quelle sera la légitimité du président élu, mais élu dans tout ça? Il y a la légalité, il y a la légitimité. Sur le plan légal, si
Un président est déclaré, élu, voilà. La commission électorale, la Cour constitutionnelle valide. On va dire que légalement, il est élu. Après, la légitimité, vous la trouvez dans l'adhésion de la population à la personne et à son programme. Ça, c'est une autre paire de manches. Selon toute vraisemblance, Tshisekedi va tricher et on ne peut pas prévoir les conséquences qu'il y aura derrière ça. Si jamais, par miracle, il y a quelqu'un d'autre qui est déclaré vainqueur, il aura à la fois la légalité et la légitimité parce que, pour une fois, il y aura une conformité entre la vérité des urnes et les desiderata de la population. Donc, celui-là, il sera porté par les Congolais, en tout cas une grande partie des Congolais qui auront voté pour lui. Sinon, après tout ce qu'on vient de dire, il y a lieu de craindre qu'il y ait élection ou pas, les violences vont continuer et probablement que la date du 20 serait un autre élément ou un ingrédient assez fort quand même, pimenté, qui pourrait rajouter de l'huile sur le feu des violences en République démocratique du Congo. Monsieur Tikanga, en tant qu'analyste politique dans la région des Grands Lacs, votre message en clôturant l'interview, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous donnez comme conseil, quel est le dernier mot? Ce serait trop prétentieux de donner conseil à 100 millions de Congolais, à 250 millions de gens qui vivent dans la région. Mais c'est partager des avis, des opinions et des analyses qu'on met comme ça en perspective en observant de très près ce qui se passe et qui a une incidence comme ça dans la région. Moi, je suis inquiet au regard de tout ce que nous venons de développer. Je ne pense pas que la date du 20 décembre va apporter la solution ou améliorer la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Je suis très inquiet du discours de haine porté par les autorités congolaises et les conséquences auxquelles on assiste tous les jours. Les réseaux sociaux inondent des images insoutenables qui sont la conséquence directe de l'incitation à la violence portée par les autorités et même que les relais bénéficient de l'impunité. Est-ce que les élections auront lieu? J'ai jusque-là un gros doute. Est-ce qu'il y aura glissement? Dans quelles conditions? Là aussi, ça pourrait être des ingrédients à semer plutôt la confusion et à créer de la violence supplémentaire. Le tableau de la République démocratique du Congo est très sombre pour donner de l'espoir ou de l'optimisme. Lutikanga Getawazi, directeur de la version française à iyihe.com, je vous remercie de nous accorder cette interview. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.